I've got big news for you, Yann. Donald Trump est arrivé tout à l'heure au tribunal de New York. C'est le dernier jour de son procès. Le jury délibère au moment où je vous parle. On devrait connaître demain le verdict de son procès pour fraude. Mais c'est mieux imité. Oui, j'ai été mieux. La prochaine fois, on verra. Ces derniers jours, Trump, malgré son procès, il reste imperturbable. Il continue de faire campagne. Et il a une nouvelle cible électorale, les Noirs. Parce que le vote afro-américain va être crucial pour cette présidentielle. Normalement, les Noirs votent démocrate, mais de nos jours, plus rien ne se passe vraiment normalement aux États-Unis. Trump fait tout pour les attirer. Son dernier coup, c'était de tenir un meeting dans le South Bronx à New York. Pour Trump, être présent dans ce quartier noir, un bastion démocrate, c'est un symbole historique. Pour aller dans le South Bronx, notre correspondante sur place, Sophie Gousset, a pris le métro. Elle est descendue à la station Freeman Street, dans ce quartier où 65% des habitants sont hispaniques et 31% afro-américains. Ici, on vote majoritairement démocrate donc, mais Trump a décidé de montrer qu'il était chez lui partout. Rapidement, on sent que la journée va être mouvementée. You bitch! Fuck you! Fuck you! Fuck you! I'll spit in your face! Fuck you, can't do it! Do it and you go to jail! Pour séparer les pros et les anti-Trump, le NYPD, la police de New York, a été déployée. Je suis là pour rappeler à tout le monde le CV de Trump. Il est raciste depuis 1976, il s'en fout des Afro-Américains, mais il est là dans le Bronx pour faire un coup politique, pour essayer de séduire certains d'entre nous. C'est vrai, Trump cherche à séduire les Noirs et c'est vrai aussi, ça marche. Dans les sondages, Trump n'a jamais été aussi haut chez les Afro-Américains. On a voulu en parler avec cette jeune femme et son t-shirt FJB pour Fuck Joe Biden. Il est là parce qu'il s'intéresse vraiment aux minorités. Nous, on souffre. Le prix de l'essence, de la nourriture, l'inflation, tout est devenu hors de contrôle. Même ma grand-mère qui a toujours voté démocrate, elle va voter pour Trump. Sophie a pu entrer dans le meeting et filmer avec son téléphone. Dans le public, elle a croisé beaucoup d'Afro-Américains. Pour eux, une certitude, contrairement à ce qu'on pense, Trump n'est pas raciste. S'il était raciste, il serait jamais venu ici dans le Bronx. Et tous ces gens qui le traitent de raciste, ils sont où eux? On les voit jamais ici. Le Bronx est le quartier de New York qui a la plus mauvaise réputation. Et pourtant, il vient nous voir. C'est une belle preuve d'amour. Trump veut montrer son amour. Voici justement le romantique qui arrive. Ouais, bonjour à tous. Waouh, quelle foule! C'est incroyable! Vous savez, j'ai appelé mes équipes ce matin, je leur ai demandé, à votre avis, les gens m'aiment bien ici ou ils me détestent? Ils m'ont dit, monsieur, ils ne vous aiment pas, ils vous adorent. Et que les choses soient claires, que vous soyez noir, marron, blanc ou n'importe quelle autre foutue couleur, ça ne change rien. Nous sommes tous des Américains et c'est comme ça qu'on va s'en sortir en tant qu'Américains. C'est la nouvelle stratégie de Donald Trump, se poser en rassembleur du pays et en défenseur des minorités. Plus c'est gros, mieux ça passe. Et merci à Sophie Gousset qui est à New York et on l'embrasse. On revient en France avec la malédiction Valérie Ayé. Une malédiction qui tient en un constat. Valérie Ayé, plus le gouvernement la soutient, plus elle baisse dans les sondages. C'est magique. Elle avait démarré à 20% d'intention de vote au début de l'année. Et depuis que Gabriel Attal et Emmanuel Macron la soutiennent ouvertement, lui font de la pub, et elle est tombée à 15%. Je ne dis pas que c'est lié, je dis qu'il y a coïncidence. Alors à la tête de liste, Valérie Ayé, est-ce qu'elle est en train de se faire cannibaliser par le gouvernement? Est-ce qu'il aurait été préférable qu'elle fasse campagne seule, sans le soutien un peu encombrant du gouvernement? On a posé la question hier soir. Valérie Ayé tenait un meeting avec justement Gabriel Attal. Ça se passait dans cette petite salle de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Paul Moisson, Stéphane Chatour et Arthur Després s'y sont rendus. Ici, Renaissance a bien bossé puisque les panneaux électoraux ne comptent qu'une affiche, la leur. Leur tête de liste est au centre. Après 4 mois de campagne, on avait une question aux militants. Elle est loin, elle soit à la Boulogne. Comment vous la trouvez, Valérie Ayé? Comment vous la trouvez? Ouais. C'est difficile à dire. Il y a des personnalités qui marquent plus les écrans que d'autres. Je pense que c'est pas forcément la personne qui développe le plus les idées. Maintenant, je pense pas que ce soit une erreur de casting non plus. Pas une erreur de casting, une erreur donc de stratégie. On est à 10 jours de l'élection, c'est la dernière ligne droite. Et on a senti que la campagne n'était pas simple en observant les Jams, les jeunes avec Macron, qui galèrent un peu.
Dieu merci, le parti avait tout prévu pour faire de belles images, des drapeaux sur tous les sièges et des prospectus avec les visages omniprésents de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. Le gouvernement, lui, a sorti l'artillerie lourde puisque sont venus Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, et Olivia Grégoire, la ministre chargée des PME. Ça va? Ça va? On va faire le match jusqu'au bout. C'est une belle salle, c'est cool. Je vais aller m'asseoir parce que je crois que le Premier ministre arrive. Oui, enfin, elle oublie juste qu'il n'est pas seul, il y a aussi Valérie Yeye. De beaux moments de complicité pour les photographes. Parmi les deux, on a vite compris à qui les intervenants destinaient leurs plus beaux compliments. Gabriel, tu me permets, Monsieur le Premier ministre, ton parcours est impressionnant. Au-delà de ce parcours qui donne le tournis, tu continues à être un militant engagé. Il est teigneux, hein, vous l'avez vu face à M. Bardella, hein? Les militants le réclament, lui leur met la pression pour la campagne. Frappons à chaque porte, tractons à chaque marché, mettons nos tracts dans chaque boîte aux lettres, prenons chaque procuration, soyons tous autour de Valérie, c'est notre avenir qui est en jeu. Valérie Yeye, elle, prononce un discours presque 2 fois moins long que celui de Gabriel Attal. Après son duplex sur LCI, elle quitte la salle discrètement par l'arrière. On l'a raté, mais on est tombé sur le Premier ministre. Une petite question, si vous venez pas, je vais pas pouvoir venir. Ils sont trop nombreux. Et son attaché de presse laisse Paul passer. Monsieur le ministre, vous allez bien ? Ça va ? Ça va et vous ? Bah ça va bien. On a regardé les sondages, et au début, Valérie Yeye, elle était à 20%. Et depuis que le gouvernement est front uni derrière elle, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Est-ce que finalement la solution, c'était pas de la laisser tranquille ? Mais moi, je regarde pas les sondages, vous savez, je regarde l'élection. Le jour où les Français décident. Non, c'est important. Il n'y a qu'une liste qui propose sérieusement d'agir pour la transition écologique. C'est la liste qui est portée par Valérie. Mais est-ce que finalement, c'était pas la meilleure solution, c'était pas de la laisser tranquille ? C'est à la fin qu'on compte les résultats. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. C'est par où ? S'il ne veut pas croire les sondages, c'est que les sondages ne sont pas très bons. Elle est à 15%, Bardella, lui, est à plus du double. Et surtout, Raphaël Glucksmann la rattrape. Et ça crée la panique à bord à Renaissance. On part à l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée est-elle encore le lieu de la délibération démocratique ? Chaque jour un peu plus, elle se transforme en arène de happening pour députés en recherche d'attention. Hier, le LFI Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, alors que c'est interdit et qu'il le sait. Et juste après, pire, on en a parlé, dans la salle des 4 colonnes, 2 députés se sont hurlés dessus devant les caméras. L'un crie porc, l'autre répond crapule antisémite. Bref, tous les usages volent en éclats. Alors le jour d'après était-il un peu plus calme ? Abdassal, Fanny Duvaux et Bardia Sabeti sont retournés dans l'arène. Les députés défilent sur les lieux de l'altercation. Juste un mot sur ce qui s'est passé hier, pour décrire ce qui s'est passé. Concernant. Affligeant. Honteux. Les insultes, je trouve ça pitoyable. Voilà. Une image pitoyable, y aura-t-il un nouvel incident aujourd'hui ? On n'est pas passé loin, on a vu cette photo postée par la députée Sabrina Sebehi sur Instagram, où elle porte un kéfier. Abda l'a croisée. Vous en remettez une couche aujourd'hui, vous avez sorti le kéfier ? Mais le kéfier, je le porte assez régulièrement et je pense qu'à un moment, on est aussi ici pour faire passer des messages. Vous n'avez pas peur d'être sanctionné ? Bah écoutez, si on est sanctionné, on sera sanctionné, mais la réalité, c'est que je ne vois pas pourquoi on serait sanctionné. Vous savez, ici, on fait de la politique. C'est un lieu éminemment politique. Si dans ce lieu même, nous ne sommes pas en capacité d'envoyer des signaux ou des messages politiques, à quoi nous servons ? À rien. On va voir si vous êtes sanctionné. Bah écoutez, on verra. On a regardé les images, la députée a bien apporté son kéfier dans l'hémicycle, mais elle ne le porte pas. Elle le dépose à côté d'elle. D'après nos infos, ce sont ses équipes qui l'ont dissuadé de le porter. Pas de kéfier, pas de sanction donc. Retour aux 4 colonnes avec l'homme qui a traité le député LR Meyer Habib de porc, David Guiraud. Quand le député Meyer Habib dit que c'est des insultes antisémites, vous en pensez quoi ? Oui, le pape est antisémite, Macron est antisémite, l'ONU est antisémite, le procureur de la Cour pénale internationale est antisémite, David Guiraud est antisémite. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Voilà. Est-ce que vous regrettez ces insultes ? Non. Non. On a compris, si c'était à refaire, je le referais. Qu'en pensent ses camarades du parti ? Vous l'auriez insulté de porc, vous ? À partir du moment où on m'expliquerait qu'on ne garde pas les cochons ensemble comme l'a fait M. Habib, je pense que j'aurais réagi vivement. Est-ce que comme lui, vous l'auriez insulté de porc ? Non, parce que les porcs ne font pas l'apologie du génocide. C'est bien là qu'il est le sujet. Donc, en revanche, les propos de Meyer Habib sont absolument exécrables. Il n'y a pas de mots suffisamment hauts pour exprimer l'horreur qu'est cet homme. Meyer Habib, l'horreur selon la France Insoumise, mais toujours défendu mordicus par ses camarades LR. Je ne crois pas que Meyer Habib
dit grand-chose de choquant. Ce que j'observe, c'est que s'il y a des dérapages à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, c'est toujours du fait des députés de la France Insoumise. Monsieur Meyer Habib, c'est celui qui est le plus virulent de votre camp. En l'occurrence, ce n'est pas M. Meyer Habib qui a créé le moindre désordre à l'Assemblée nationale hier. Est-ce que vous regrettez le comportement de votre collègue Meyer Habib? Sa réaction est une réaction qu'on peut comprendre et qui ne justifiait en rien, en tout cas, les insultes qui ont été proférées à son égard. Est-ce que comme lui, vous auriez insulté David Guiraud de crapule antisémite? Voilà, il y a au moins une chose qui ne change jamais à l'Assemblée, en revanche, c'est que c'est toujours la faute des autres.